Et ce soir, un thème, la guerre en Ukraine vue d'Afrique. 43 jours après le début de l'invasion russe, les soutiens à la Russie de Vladimir Poutine sont de plus en plus visibles sur le continent africain. Comment l'expliquer? Décryptage avec Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique à TV5, Slimane Zeguidour, éditorialiste, et Benjamin Roger, journaliste à Jeune Afrique. Bonsoir à tous les trois. Benjamin, on commence avec vous. Vous couvrez l'actualité au Sahel depuis une dizaine d'années. Peut-on dire aujourd'hui que l'Afrique est pro-russe? Pro-russe, l'Afrique c'est donc 54 pays, je pense que le continent est assez divisé, mais on a vu lors du dernier vote à l'ONU qu'il y avait quand même plusieurs pays africains, dont des pays francophones, je pense par exemple au Sénégal, qui est un pays assez francophile historiquement, qui se sont abstenus. Est-ce que l'Afrique est pro-russe? Entièrement non, mais en tout cas ce qu'on peut dire, c'est que ces dernières années il y a une poussée pro-russe sur le continent, clairement. Comment l'expliquez-vous? C'est une stratégie de Moscou, du Kremlin, essentiellement à travers des accords bilatéraux, enfin avec des accords bilatéraux, mais aussi surtout à travers le groupe Wagner qui est actif dans plusieurs pays, et y compris dans des pays francophones. Je pense en particulier à la Centrafrique et au Mali. Alors, Ousmane Diaye, je me tourne vers vous. Benjamin Roger vient de nous le dire. Attention, en somme, à ne pas essentialiser. On parle bien d'un continent qui est composé de plus de 150 pays. J'aimerais tout de même vous lire ce qu'a déclaré le chef de file de la gauche radicale en Afrique du Sud, Julius Malema. Nous sommes là pour dire à l'OTAN et aux Américains que nous ne sommes pas avec eux. Nous sommes avec la Russie. Nous avons besoin d'un nouvel ordre mondial et nous sommes fatigués de recevoir des ordres des Américains. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'il ne cite pas du tout l'Ukraine. Est-ce que vous diriez que la position dominante sur le continent, en tout cas dans les opinions publiques, c'est celle-ci? C'est compliqué de le dire rigoureusement parce que les opinions sont fluctuantes. Je pense qu'aussi ce qui s'exprime, c'est plus ceux qui sont en désaccord. Oui. Mais est-ce qu'il y a un sentiment anti-américain, anti-otanesque, si l'on peut dire? Moi, je me méfie des sentiments parce que le sentiment ne se mesure pas. Déjà, la notion de sentiment anti-français, je considère que ça ne correspond pas à une réalité. Ça correspond à des questions politiques légitimes. Ce dont il s'agit, c'est des questions politiques. Il ne s'agit pas de sentiments. Ce qu'il y a, c'est que l'Afrique, en tout cas depuis une vingtaine d'années, adresse des questions politiques, questions liées à l'impérialisme, au néocolonialisme, au rapport de domination, qui ne sont pas réglées. Et je pense que la Russie, le discours pro-russe émerge sur une sorte de tas de décombres idéologiques. Je pense que le discours de la Russie a un écho très fort au niveau des élites et au niveau d'une certaine génération pour au moins deux raisons. Il y a une génération qui a 20 ans aujourd'hui dont la conscience politique s'est faite dans une forme de relation très heurtée avec la France. Il ne faut jamais oublier que les 2 dernières décennies ont été les décennies du discours de Dakar, ont été la décennie de toutes les tentatives de réécriture de l'histoire coloniale par la France. Je pense que les politiques migratoires, les politiques de rejet, les 2 interventions militaires françaises très impopulaires, l'intervention militaire en Côte d'Ivoire, l'intervention militaire en Libye, donc tout ça, les 2 dernières décennies ont forgé une forme de génération qui arrive en ayant des comptes à régler, en ayant un questionnement profondément politique légitime envers la France. Et je pense que la Russie arrive dans ce momentum où, même si c'était la Chine, je pense, il serait audible. Maintenant, il y a un piège dans lequel les Africains tombent. On voit clairement que beaucoup d'Africains, en tout cas beaucoup de leaders d'opinion qui vont vers les Russes, ils vont au nom de l'anti-impérialisme. Or, on voit clairement que la dynamique russe qui est en cours est une dynamique impérialiste. C'est-à-dire, quand vous prenez les pays de l'ex-URSS, le discours de puissance qui reproche à la Russie, c'est le même type de discours que les Africains reprochent à la France. Slimane, c'est intéressant ce que dit Ousmane. Pour asseoir son influence, la Russie n'hésite pas à déployer des discours différents selon le public visé. Ousmane évoquait celui sur l'anticolonialisme. La France vous a fait du mal, qui a prise notamment chez les jeunes générations, mais dans le même temps, il y a des récits xénophobes, anti-migrants et anti-musulmans qui sont produits à destination d'un auditoire plus européen. Y a-t-il double discours de la Russie? Alors, très bonne question. La Russie a été présente en Afrique au moment de la décolonisation. Elle a accompagné la décolonisation de l'Algérie et ensuite elle s'est installée dans les jeunes États indépendants militairement. C'est elle qui a formé les premiers officiers maliens, qui a fourni gratuitement des hélicoptères et du matériel. C'est elle qui a formé des générations d'officiers
algériens, mais aussi libyens, égyptiens, somaliens. La Somalie a été une des grandes bases navales de l'Union soviétique, mais aussi l'Éthiopie. Pays envahi par les Américains. Oui, par là-dessus. l'Éthiopie, le Mozambique, l'Angola, la Guinée et la Guinée. Donc il y avait déjà une présence à l'époque soviétique, au nom, comme le disait Ousmane, de l'anti-impérialisme montant. Depuis, le discours russe a changé. Par exemple, maintenant, dans le discours vis-à-vis de l'Afrique, les Russes aiment rappeler que leur immense écrivain, Pouchkine, avait un grand-père africain qui avait été amené par Pierre le Grand, à l'époque par l'Empire russe, et ils se vantent d'avoir que leur plus grand écrivain est du sang africain. Ils ont aussi formé l'université Patrice Lumumba, où pas moins de 50 000 cadres africains ont été formés, médecins, ingénieurs, géomètres, dessinateurs, journalistes. Ils ont formé des dizaines de milliers de cadres africains. Et enfin, quand la Russie a succédé à l'Union soviétique, l'université Patrice Lumumba est devenue l'université de l'amitié des peuples, où on accueille des étudiants d'Afrique, mais aussi d'Asie ou d'Amérique latine. Donc il y a un véritable soft power qui est en train de gagner du terrain, surtout ces 10 dernières années, le Soudan par exemple, mais en allant vers l'Afrique francophone par la République centrafricaine, par le Mali, de nouveau le Mali, peut-être demain l'Angola et le Mozambique. Et il y a aussi la Centrafrique avec la présence du groupe Wagner. Justement, le Mali, vous y étiez il y a encore quelques jours. D'ailleurs, vous avez été expulsé, Benjamin Roger. Vous allez nous dire pourquoi. Mais avant que j'oublie ma question, si je puis dire, dites-nous comment s'opère cette influence russe au Mali sur le terrain à la fois militaire, c'est cela, mais aussi sur le terrain médiatique, sur les réseaux sociaux, avec toute une bataille de l'information. Le schéma utilisé a été à peu près le même en Centrafrique et au Mali. La Centrafrique, à partir de fin 2017-2018, a servi un peu de laboratoire. C'est-à-dire que d'abord, les Russes, à travers le groupe Wagner, qui est une espèce de nébuleuse, préparent les opinions, relaient un discours, comme l'a très bien décrit tout à l'heure Ousmane, un discours justement anti-français en jouant sur le ressentiment justement contre la France, donc alimente ce discours sur les réseaux sociaux, à travers différents médias, alimente aussi un discours pro-russe, donc il y a toute cette phase, je dirais, un peu de préparation des consciences en amont, et ensuite des mercenaires donc arrivent vraiment pour des opérations purement militaires et sécuritaires. Et en parallèle, il y a aussi l'aspect purement étatique, justement, où la Russie continue quand même à avoir des relations bilatérales à travers ses ambassades, des accords de défense qui sont renouvelés ces derniers mois, ces dernières années dans différents pays. Et donc voilà, et donc au Mali, le schéma était à peu près le même qu'en Centrafrique, et certains redoutent que ce schéma soit encore dupliqué dans d'autres pays en Afrique, et en particulier en Afrique francophone, à savoir une phase de préparation, justement un peu de préparation des consciences, et un peu au fur et à mesure, voilà, la Russie avance ses pions jusqu'à... Et juste en quelques mots, Benjamin Roger, il y a cette junte militaire au pouvoir qui bénéficie aussi d'une bonne opinion au Mali après les difficultés de l'armée française sur place. Pourquoi est-ce que vous avez été expulsé ? Oui. Pourquoi j'ai été expulsé ? Officiellement, ils m'ont reproché de ne pas avoir d'accréditation pour faire mon travail de journaliste sur place. Accréditation qui n'était alors délivrée à aucun journaliste, envoyé spéciaux ou correspondant sur place à Bamako. Mais je pense surtout que ça tombait à un moment de tension et où il fallait faire des exemples. La semaine avant mon expulsion, tous les confrères basés à Bamako avaient été convoqués au ministère de la Communication pour leur dire, en gros, grosso modo, de faire attention à ce qu'ils écrivaient. Et de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Ensuite, donc, j'ai été expulsé, donc ça c'était un motif. Il y a eu un motif officiel, mais voilà, c'était dans une dynamique un peu voilà. Alors, on sent en tout cas qu'il y a ce contexte très tendu et ces pressions exercées notamment sur certains médias. Ousmane et Slimane, je me tourne vers vous. Je vais vous montrer une image parce qu'on parle aujourd'hui de l'Afrique, on va parler du monde arabe, mais quoique les pays arabes dont on va parler font partie pour la plupart du pays africain. Sergueï Lavrov, entouré du ministre égyptien des Affaires étrangères, qui est aussi secrétaire général de la Ligue arabe. Peut-être, Ousmane, d'abord un mot. Le constat que vous avez fait concernant l'Afrique, est-ce qu'il est propre à ce continent, notamment vis-à-vis de sa jeunesse, ou est-ce qu'on peut le retrouver, selon vous, dans des pays d'Asie, dans des pays du Moyen-Orient, dans des pays d'Amérique latine, par rapport à l'impérialisme américain ?
on le retrouve. Il ne faut pas oublier qu'il y a de cela quelques années, il y a ce qu'on a appelé les tentatives des pays du Sud, au-delà même de l'Afrique, d'inventer les BRICS, de créer un autre pôle en dehors de l'OTAN, en dehors du pôle occidental. Un ordre mondial alternatif. Donc, en fait, depuis quelques années, il y a quand même des tentatives de créer un autre pôle en dehors du pôle occidental. Enfin, et ça, c'est une constante de la géopolitique de ces dernières années. Et aujourd'hui, le pays qui le représente le plus, cette alternative, c'est la Russie de Poutine. Et je pense que l'adhésion aussi des Africains et d'autres pays du tiers-monde découle aussi de cette volonté d'avoir un nouvel ordre du monde que l'Occident refuse. Par exemple, la question de la représentativité au Conseil de sécurité de l'ONU est une vraie question. Les Africains demandent un État membre depuis 1960, n'arrivent pas à l'avoir. Les pays arabes demandent. Donc je pense que cette forme de rapports de force figés, des rapports de force figés pour l'Occident est un des ressorts de l'expansionnisme russe. Sur cette question. Il y a déjà que la moitié presque des États africains se soient abstenus. 6 se sont déclarés absents, dont le Maroc, pays pro-occidental s'il en est. 14 ont voté, se sont abstenus et 1, l'Érythrée, a approuvé la position de la Russie. C'est-à-dire 21 États sur 54. C'est énorme. Mais je crois que ça exprime autant une désaffection par rapport aux sociétés, disons, de l'Europe occidentale, de l'Amérique du Nord, qu'une amitié soudaine pour la Russie. Et c'est vrai que ce que dit Ousmane, il y a une attente dans l'air, pas seulement en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud, même dans des pays comme le Brésil, mais aussi en Inde. Il y a une attente non pas d'une idéologie contre-occidentale, mais tout simplement d'une mondialisation alternative ou d'un ordre international alternatif. C'est-à-dire les sanctions qu'imposent les Américains dès lors qu'un pays fonctionne avec des dollars ou avec l'euro, son argent est gelé, tout cela enseigne à beaucoup de puissances montantes qu'il faut des monnaies alternatives. De même pour les moteurs de recherche comme Google, pour l'Internet, je crois que cette crise va stimuler des grandes puissances comme l'Inde ou la Chine à produire des systèmes alternatifs. Pas contre-occidentaux, mais alternatifs. Merci Slimane, merci Ousmane et merci beaucoup à vous également Benjamin Roger d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde.